Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je réponds à une question qui m'a été posée et je vais donc partager avec vous mes prédictions sur ce qui va, selon moi, arriver dans l'industrie horlogère dans les prochaines années. Ça risque d'aller un petit peu dans tous les sens et je vais commencer tout de suite avec une prédiction au niveau du design. Alors je pense que le bleu va devenir de plus en plus populaire. On a déjà vu le bleu dans les cadrans, on en voit de plus en plus, et je pense que ce qu'on peut appeler un petit peu une mode va continuer à se développer. Alors le bleu, c'est une couleur qui a toujours existé, enfin depuis longtemps, c'est pas une nouveauté. Notamment dans les années 70, plein de marques se sont mis à faire des cadrans en bleu et la plupart de ces modèles-là produits dans les années 70 restent toujours aussi très populaires actuellement. Et on voit vraiment qu'il y a un goût de plus en plus prononcé pour cette couleur-là, et je pense que ça va être très important pour les marques de réussir à faire soit un bleu qui leur est vraiment propre et qu'on reconnaît tout de suite en un coup d'œil, ou en tout cas un bleu qui soit de qualité, parce que c'est aussi facile de rater entre guillemets ce bleu, et on voit souvent des cadrans qui vont avoir des bleus qui vont être très pâles comme ça, qui vont être pas super intéressants, un peu flashy, ou d'autres au contraire qui vont être très très profonds, très riches et qui vont être très sympas à regarder, dont on va se lasser beaucoup moins rapidement. Et ça va permettre souvent de donner un petit peu plus de profondeur et de richesse au cadran par rapport à un cadran foncé noir classique ou un cadran blanc qui serait lui plus plat. Et je pense que ce bleu, on va commencer à le retrouver de plus en plus présent aussi en termes de bracelets, parce que là le bleu c'est souvent dans les cadrans, mais on peut aussi avoir des bracelets un petit peu noir, bleu très sombre, etc. ou jouer sur les surpiqûres. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du bleu. Toujours en termes de design, et cette fois-ci de matériaux, je pense que l'or jaune va faire son retour. Alors c'est une couleur qui était très populaire il y a quelques décennies de ça, qui a commencé à perdre en popularité, notamment ça a commencé à être considéré un petit peu comme très très flashy, très voyant, très très bling. Mais je pense que ça va faire son retour. Je pense qu'il y a un regain un petit peu d'intérêt pour le style de la fin du siècle dernier. Je pense qu'il y a des jolis modèles qui fonctionnent très bien en or jaune. La montre habillée classique, elle est très souvent en or et en or rose ou jaune, mais finalement en or rose ça va être un petit peu moins marqué, et voilà, je dis n'importe quoi, une belle Cartier Tank des années 50-60 en or jaune, ça ressort tout de suite et ça va très bien avec le style de ces montres-là. Il y a quelque chose d'un petit peu plus affirmé que cette même montre en or rose ou en acier. Et puis aussi avec le succès actuel des montres en acier, il devient de fait de plus en plus difficile de trouver certaines montres en acier, et l'or jaune notamment peut être une bonne solution de repli. Donc je pense que ça va vraiment faire son retour. Je change complètement de sujet, mais je pense qu'on n'a pas vu encore le vrai potentiel des smartwatches. Alors si je parle de smartwatch, forcément je pense plutôt à l'Apple Watch, qui est la seule, selon moi, vraie smartwatch qui tire son épingle du jeu très très nettement. Mais malgré son immense succès, j'étais tombé sur un article qui disait que il y avait que c'était la montre la plus vendue, toute catégorie confondue au monde. Donc voilà, malgré ce succès indéniable, je pense qu'il y a encore une énorme marge de progression pour plein de raisons. Déjà la batterie qui est
si je dis pas de bêtises, qui est toujours inférieur à une journée ou qui en fait tout juste une journée. Et quoi qu'il en soit, si elle est active, enfin si elle est utilisée un petit peu activement, elle dépasse pas la journée, ça c'est sûr. Voilà, tant qu'on n'a pas une montre qui est capable de tenir facilement une semaine ou la durée d'un week-end, finalement on n'a pas quelque chose de, enfin on a encore une marge de progression. Après, en termes d'utilisation, on n'a pas non plus eu vraiment le cas d'utilisation qui met tout le monde d'accord. Je pense que des fonctionnalités comme l'électrocardiogramme sont hyper importantes. Alors certes, il y a encore des doutes qui sont émis sur la fiabilité de ce procédé, ou des standards qui sont pas encore reconnus et adoptés par tout le monde, mais voilà, on a déjà vu aussi des articles de personnes qui ont eu un problème cardiaque détecté justement grâce à leur montre, et voilà, des avancées technologiques, scientifiques comme ça majeures, évidemment c'est hyper important. Ceci dit, après peut-être que pour juste cette fonctionnalité là, peut-être qu'elle peut être on peut la retrouver sur, je dis n'importe quoi, une bague, un bracelet, les AirPods ou d'autres choses comme ça qui sont en contact avec le corps. Donc peut-être ça sera pas exclusif à la montre, et en tout cas je pense pas que ça soit suffisant là pour en faire un cas d'utilisation majeur. Mais le jour où il y aura de plus en plus de fonctionnalités comme ça, ça va devenir de plus en plus difficile de s'en passer. Et là où ça va impacter vraiment l'industrie, c'est que finalement on a que deux poignées, et on porte souvent qu'une seule montre à la fois. Donc si cet emplacement-là est pris par un objet comme une smartwatch, forcément ça va impacter l'industrie. Alors ça va pas, selon moi, dans un premier temps impacter les grandes marques. Ça va plus être quand même les marques d'entrée de gamme, parce que voilà, le côté un petit peu fashion de la smartwatch, etc., va rentrer plus directement en concurrence, et quelqu'un qui va aller dans le très haut de gamme et qui va chercher un objet d'art, un objet d'exception, du savoir-faire, du travail manuel, il va être un petit peu éloigné de prime abord avec la smartwatch. Mais voilà, ça va en tout cas, je pense, impacter l'industrie, et ça fait des années qu'on en parle, mais voilà, je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai potentiel de la smartwatch. Et puisqu'on est dans la partie un petit peu innovation, je pense également que tout ce qui est digital et e-commerce, on est encore un petit peu dans ces balbutiements au niveau de l'industrie horlogère. Alors on sait que plus de 80% des achats de luxe et de montres sont influencés par digital. Mais en y réfléchissant bien, à part une montre qu'on va acheter comme ça sur un coup de cœur, parce qu'elle est pas chère dans une brocante, mettons, j'arrive pas à voir quelqu'un qui n'aura pas recherché la montre qu'il convoite sur internet. Et j'ai envie de dire, même la montre à la brocante, on peut alors le vendeur l'aura peut-être déjà recherché en ligne pour savoir un petit peu ce que ça vaut, s'il ignore le modèle en question, ou même l'acheteur, il va la prendre en photo et puis il va la partager à un ami pour lui demander un avis: est-ce que tu la connais, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'elle est jolie, etc. Donc même ces cas-là marginaux, j'ai vraiment du mal à voir dans les années à venir vraiment un achat horloger qui serait fait vraiment sans avoir un quelconque lien de près ou de loin avec le digital. Donc le digital va continuer à influencer les achats horlogers, mais énormément de choses. Ça va être donc voilà la façon dont les gens vont découvrir les montres, dont les marques communiquent auprès de leurs clients, bien évidemment, et ça existe déjà depuis un moment. Je vous apprends rien. Ça va changer un petit peu, et ça va continuer de changer la façon dont les montres sont distribuées, dont les montres sont achetées. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans le podcast où je parlais de l'achat en ligne, mais je pense qu'on fait toujours l'amalgame entre l'acte d'achat en ligne et puis toute l'expérience. On peut utiliser le digital juste pour la transaction financière, parce que ça va être pratique à un moment donné de juste sortir sa carte bleue et puis d'acheter tout simplement la montre en ligne ça empêche pas de l'avoir essayé précédemment en boutique. Et voilà, je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai bouleversement
liées au digital et à l'e-commerce. Il y a énormément de marques qui ne vendent pas en ligne. Il y avait une époque où on se demandait est-ce que en tant que marque horlogère ça fait sens d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. On n'y est plus maintenant, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir et la plupart des marques justement sont anciennes et c'est ça toute la beauté de ces marques-là. Elles existent depuis des décennies, des siècles, mais tout ça pour dire qu'elles n'ont pas été créer ces marques-là avec le digital en tête, ça faisait tout simplement pas partie du paysage. Et là, il va falloir continuer à se réinventer pour un monde et des modes de consommation qui ont profondément changé et qui vont continuer à changer à un rythme effréné. Et toutes les marques ne sont évidemment pas encore adaptées à ça, que ça soit toute industrie confondue et encore plus dans une industrie comme l'industrie horlogère qui, comme je me répète, est basée sur son patrimoine et sur son patrimoine. Je pense qu'on va assister également à un certain pragmatisme au niveau des mouvements facturés. Alors là aussi, j'en avais parlé dans un précédent podcast. Je pense qu'on va arrêter le client va arrêter de rechercher un mouvement manufacturé juste pour le côté un peu snobinard de se dire voilà, on a une montre qui a été intégralement conçue par une maison. Voilà, comme je disais, on va revenir à un certain pragmatisme. On va soit chercher des mouvements manufacturés parce que ça fait sens, parce que c'est une marque qui va avoir une vraie tradition de faire des mouvements qui vont avoir une jolie architecture, etc. Et ça va faire partie de l'histoire de la marque. Il va y avoir un vrai sens. Et à l'inverse, on va savoir apprécier des marques qui vont faire appel à des mouvements manufacturés par d'autres marques parce que ça va répondre à une certaine logique commerciale, parce que ça fait sens aussi d'un point de vue historique. Depuis toujours, plein de marques, et parmi les plus prestigieuses, ont fait appel à des mouvements qui étaient développés par d'autres. Et voilà, on va arrêter de considérer que les mouvements manufacturés. On va juste prendre des mouvements pour ce qu'ils sont et voir ce que ça apporte à la montre. Je pense au partenariat qui a été annoncé là il y a déjà quelques temps entre Tudor et Breitling. C'est des marques qui s'échangent déjà des mouvements. Tudor va donner des mouvements à Breitling et vice versa, parce que ça fait sens économiquement pour eux et surtout pour leurs clients. Et on va arrêter d'être très d'avoir ce côté un peu blanc ou noir sur cette question. Je pense que la précision des montres et la réserve de marche vont être des critères d'achat de plus en plus importants. Finalement, le client est de plus en plus informé. Les marques elles-mêmes utilisent de plus en plus ces arguments de fiabilité comme arguments commerciaux. Et ça fait partie des critères sur lesquels les marques peuvent vraiment s'améliorer. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi de lisibilité, il y a pas 15 000 axes d'amélioration et voilà, les montres sont déjà lisibles, et celles qui ne le sont pas, ça va être parce qu'elles vont amener un design particulier. Ça va être presque recherché d'une certaine manière. À l'inverse, on pourra toujours avoir des montres qui vont être plus précises. On va toujours pouvoir avoir des montres qui ont des réserves de marche de plus en plus longues. Et ça apporte tout de suite un bénéfice pour le client qui est indéniable. Une montre plus précise, ça va de soi. Déjà, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand critère de qualité pour juger une montre. C'est facile à mesurer. Et de même avec la réserve de marge, ça apporte un bénéfice indéniable, et d'autant plus quand on est dans une industrie qui repose énormément sur la passion. Ça veut dire qu'on va avoir des clients qui vont pas avoir qu'une seule montre, mais qui peuvent en avoir plusieurs. Et là, ça va tout de suite être un bénéfice évident que de pouvoir poser sa montre sur la table de nuit, la laisser tourner pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, et la récupérer après, pouvoir la porter directement sans avoir à la mettre à l'heure.
les marques continuent à, comme je vous disais, à développer ça, à le mettre en avant, à développer des poinçons, des certifications, etc. pour mettre en avant justement leur performance et leur innovation sur ces critères-là. Et de même que des garanties de plus en plus longues, ça fait partie du même la même volonté d'offrir des montres de plus en plus qualitatives à leurs clients. Je pense que le vintage n'a pas fini d'être à la mode, à la fois en tant qu'inspiration pour les montres modernes. Toutes les marques qui ont une histoire vont s'inspirer de leur histoire, ou même, j'irais même jusqu'à dire, même certaines marques qui n'ont pas d'histoire vont justement s'inspirer d'une certaine époque où les montres étaient faites d'une telle manière pour créer leur propre modèle. Donc les marques, toutes les marques puisent dans leur histoire pour se réinventer. Alors des fois sans beaucoup de créativité en recopiant quasiment tel quel un modèle, ou en s'en inspirant et en réactualisant certains codes et en s'en servant comme point de départ pour développer de nouvelles montres. Et le vintage aussi en tant que tel, donc des montres vraiment anciennes qui ont plusieurs décennies derrière elle. Je pense que ça va continuer à intéresser tout le monde. Ça permet pour du vrai vintage d'aller chercher des montres qui vont avoir un supplément d'âme, qui ont un vécu. Ça peut être aussi chercher des montres qui sont un petit peu oubliées, d'aller chercher une bonne affaire financièrement. Ça peut être la montre du grand-père qui va apporter un petit peu là aussi un supplément d'âme. Mais je pense qu'on n'a pas fini de parler de montres vintage. C'est toujours des montres qui pour certaines peuvent aller chercher des super résultats aux enchères. Et il y a après toute cette notion de trouver la montre vintage que l'on convoite avec les bons numéros de série, avec tous les composants d'origine, etc. Donc il y a aussi un certain attrait pour cette quête-là. J'en avais parlé dans un précédent podcast. Les diamètres de montres, selon moi, vont rester mesurés. Autour des années 2010, on avait commencé à avoir des montres qui étaient de plus en plus grosses, plus épaisses, des diamètres de plus en plus grands. C'était la course à qui allait sortir la montre la plus grande. Pour ma part, je trouve ça un petit peu ridicule. Alors, je suis bien aidé aussi avec mon petit poignet, mais moi je pense que c'était vraiment une mode qui est passée de mode et qu'on va revenir qu'on est déjà revenu et qu'on va continuer à des diamètres de plus en plus restreints, autour je dirais entre 38 et 40 mm pour la plupart des modèles. Une analogie que j'aime bien prendre, on regarde dans les années 40-50, il était pas rare pour certaines belles maisons de faire des montres qui étaient avec des complications, très compliquées, des quantièmes perpétuels avec un chronographe en même temps, ou des répétitions minutes, etc. Dans des diamètres qui étaient 35 mm. Donc il y a aucun sens aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a en 2019, de faire une montre juste heure-minute de 46 mm. Ça n'a pas de sens. Ce qui peut avoir du sens si on veut avoir une montre avec un grand diamètre, ça va être des montres qui vont servir un but. Ça va être une montre de plongée qui doit être particulièrement lisible. Je pense à Panerai par exemple. Là, ça fait sens. Mais la montre qui va être gratuitement, juste d'un point de vue mode très très grande, je pense qu'on a fini un petit peu ça et on va pas y revenir de sitôt. Un autre effet de mode là plus récent, celui-ci, c'était les marques Kickstarter. Je pense qu'on va avoir de moins en moins de marques Kickstarter qui va se lancer. On a eu là il y a quelques années de très beaux exemples de marques qui se lançaient, qui apportaient vraiment quelque chose de sympa sur le marché. Et puis après on a eu tout un tas de suiveurs qui se sont dit tiens, on va reprendre un design vite fait comme ça qu'on a trouvé à droite à gauche, qu'on a fait nous-mêmes. On va y mettre des mouvements bas de gamme chinois ou japonais de meilleure gamme mais pas très intéressants dedans. On va faire tout ça dans des usines en Chine et puis on va multiplier ça par 5 et 10 et puis on va vendre ça en ligne avec une campagne Kickstarter.
Et finalement, une fois qu'on a fait ça, pour ces marques-là, ça devient très dur de se réinventer. Déjà, intrinsèquement, le produit a pas énormément d'intérêt. Et puis, voilà, pour quelques centaines d'euros, on a on a d'autres choses qui est 1000 fois plus, selon moi, intéressant à aller chercher, que ça soit une vraie montre vintage comme ça, à un prix dérisoire. De l'entrée de gamme sur de l'horlogerie suisse qui va présenter un petit peu plus d'intérêt en termes de qualité de mouvement, etc. Puis une marque qui va avoir un petit peu d'histoire et pour certains, on peut y être sensible et ça présente un intérêt. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont surfé sur la vague et que c'est un petit peu cette vague s'est essoufflée. Mais je pense que néanmoins, il y a encore de belles marques qui vont se lancer. Et je cracherai pas sur Kickstarter et ce mode de financement, etc. parce que finalement, ça a permis à pas mal de marques d'être créatives et de se lancer. Et je pense que l'industrie a besoin de cette créativité-là, de nouveaux projets, de nouvelles marques, de nouvelles personnes qui vont propager cette envie de porter des montres, de faire des montres mécaniques ou même de juste l'objet montre, mécanique ou pas d'ailleurs. Mais voilà, promouvoir la montre en tant qu'objet. Et je reviens un petit peu sur les smartwatches et sur les montres mécaniques ou pas. Finalement, pour moi, en tant qu'amateur de montres, alors certes plus de montres mécaniques, même un projet de montre digitale ou quartz, je vais trouver ça intéressant parce que ça va permettre à certaines personnes qui ne portaient pas de montre d'en porter une et éventuellement à terme de porter une montre mécanique. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une bonne chose que de promouvoir les montres en tant qu'objet. Je pense que les marques vont aussi devoir démontrer de plus en plus de sens et de valeur dans leurs produits. Je le disais tout à l'heure, les gens sont de plus en plus informés, donc ils vont vouloir porter des objets qui racontent une histoire, qui ont un sens, qui ont une raison d'être, qui ont des qualités. Et cela va bénéficier d'une certaine manière aux indépendants, aux marques indépendantes, aux petites marques, parce que finalement, si elles n'ont pas de valeur ou n'ont pas de sens, elles n'ont aucune raison d'être, elles n'auront aucun moyen c'est pas elles qui vont avoir la puissance marketing qui vont permettre de vendre un peu de rêve ou ce genre de choses-là. Elles doivent être très, très terre à terre et apporter tout de suite, immédiatement, beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Donc ça va leur bénéficier. Et puis ça va aussi bénéficier aux grandes marques qui vont puiser, dans leur histoire, dans leur patrimoine, dans leur catalogue de produits existants, dans leur ressources internes, leurs talents, etc. Et à l'inverse, les plus petites marques vont être un petit peu plus challengées parce qu'elles vont avoir plus de mal à se démarquer et ça va être un petit peu, je pense, plus difficile pour elles. Je pense que le segment de marques en dessous de 2-3 000 euros alors il y a énormément de choses, entre 100, 500 et 2-3 000, il y a énormément de marques possibles, mais je pense que la compétition va être la plus rude sur ce segment. Alors voici donc mes prédictions pour les années à venir. C'est en fait bien sûr que ma propre opinion, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. C'est vraiment un sujet qui me passionne et sur lequel j'aime débattre. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, ou à dans 10 ans pour voir si je me suis trompé. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.